Le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, annoncé au monde entier en ce matin qui semblait porteur d'espoir, n'a pas survécu 24 heures. Dès le soir de ce même jour, des avions brûlaient dans le ciel du golfe Persique, des roquettes explosaient sur les eaux sombres du détroit d'Ormuz et les deux puissances se désignaient mutuellement comme l'agresseur devant les caméras du monde entier. Alors voilà la question qui ne lâche pas. Qui a menti en premier? Et pourquoi la diplomatie était-elle déjà morte bien avant l'aube? Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter de quelques semaines. Pas des mois, pas des années. Quelques semaines seulement ont suffi pour faire basculer une région entière dans l'abîme. Tout avait commencé avec les frappes américaines sur les installations nucléaires iraniennes de Natanz et Fordo. Des frappes massives, coordonnées, menées en pleine nuit par des dizaines d'appareils décollés de porte-avions positionnés dans la mer d'Arabie. Les bombes Bunker Buster GBU-57 avaient pénétré les couches de béton armé à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Natanz, ce site que les inspecteurs de l'AIEA avaient visité des dizaines de fois, n'était plus qu'un cratère fumant au milieu du désert iranien. Fordo, creusé dans la montagne, avait résisté partiellement, mais les galeries d'accès étaient effondrées, les centrifugeuses détruites ou ensevelies. Téhéran avait répondu dans les 48 heures. Des missiles balistiques Shahab-3, tirés depuis des rampes mobiles dissimulées dans les montagnes du Zagros, avaient frappé les bases américaines d'Al-Udeid au Qatar et d'Ain el-Assad en Irak. Les systèmes patriotes avaient intercepté une partie des projectiles, mais pas tous. Des hangars avaient brûlé, des pistes d'atterrissage avaient été endommagées, et des soldats américains avaient été évacués en urgence dans des ambulances militaires sous les caméras des correspondants de guerre. Pendant 3 semaines, l'escalade avait suivi sa logique implacable. Frappe, contre-frappe, déclaration, menace, frappe encore. Les marchés pétroliers s'étaient affolés. Les compagnies maritimes avaient suspendu leur transit par le détroit d'Ormuz. Et puis, dans ce chaos, une lueur inattendue était apparue depuis Mascate, la capitale d'Oman. Les Omanais, ces diplomates discrets qui avaient déjà servi d'intermédiaires lors des négociations sur le nucléaire iranien une décennie plus tôt, avaient de nouveau ouvert leurs portes. Pendant 72 heures de négociations secrètes, des émissaires américains et iraniens s'étaient retrouvés dans une villa climatisée aux abords de la capitale, loin des caméras, loin des déclarations officielles. Le cessez-le-feu avait été annoncé à 6h47 du matin, heure de Washington, soit 14h17 à Téhéran. Dans le bureau ovale, le président américain était apparu entouré de son secrétaire d'État, de son conseiller à la sécurité nationale et des chefs d'état-major interarmes. Son visage portait les marques d'une nuit sans sommeil, mais sa voix était ferme. Il avait parlé de désescalade nécessaire, de voie diplomatique, d'intérêt commun pour la stabilité régionale. Les mots étaient choisis avec soin, trop de soin peut-être. Derrière lui, on pouvait lire sur les visages des conseillers une tension que les sourires de façade ne parvenaient pas à dissimuler complètement. À Téhéran, la scène avait été différente dans sa forme, identique dans son fond. Le porte-parole des gardiens de la révolution islamique, le corps des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, avait lu une déclaration officielle depuis un pupitre flanqué de drapeaux iraniens. L'ayatollah Khamenei n'était pas apparu en personne, ce qui, pour les observateurs aguerris, était déjà un signal. La télévision d'État iranienne avait diffusé la déclaration en boucle, entrecoupée d'images de foules dans les rues de Téhéran qui brandissaient des portraits de martyrs tombés lors des frappes américaines. L'ambiance n'était pas à la célébration. C'était quelque chose de plus ambigu, un soulagement mêlé de colère contenue, une respiration courte avant ce qui pourrait venir. Dans les rues de Washington, des passants interrogés par les chaînes d'information avaient exprimé un soulagement sincère. Une femme d'une 40aine d'années, tenant son téléphone à la main, avait dit simplement « J'ai des amis là-bas, j'espère que c'est vraiment fini ». Cette phrase résumait mieux que n'importe quel éditorial ce que ressentait une grande partie de la population. Cette fatigue profonde des conflits lointains qui finissent toujours par coûter quelque chose de proche.
Mais pendant que les caméras filmaient les visages soulagés et les poignées de main diplomatiques, les satellites et les capteurs de renseignement des deux côtés racontaient une autre histoire. L'USS Gerald R. Ford, porte-avions de la classe la plus moderne de la marine américaine, n'avait pas bougé d'1 mille nautique de sa position dans le détroit d'Ormuz. Ses avions étaient toujours armés, ses catapultes en état de fonctionnement. Et dans les zones côtières de la province d'Hormozgan, les drones kamikazes Shahed 136, ces engins à hélices que les analystes militaires comparaient à des bombes volantes bon marché, mais redoutablement efficaces, n'avaient pas été rappelés sur leur base. Ils attendaient, quelque part dans le désert, moteur éteint, ailes repliées, prêts. 11h23 après l'annonce officielle du cessez-le-feu, à 18h10 heure locale dans le golfe Persique, l'alarme a retenti à bord de l'USS Carney. Ce destroyer de la classe Harley Burke, déployé en patrouille dans les eaux internationales au large des côtes iraniennes, venait de détecter un lancement de missiles. Les opérateurs du système Aegis ont identifié la menace en quelques secondes. 3 missiles anti-navires Nour, tirés depuis un vedette lance-missiles iranienne de classe Tondar, positionné à environ 40 km au sud-est. Le Nour est une copie améliorée du missile chinois C-802, supersonique en phase terminale, capable de raser la surface de l'eau à moins de 5 mètres d'altitude pour éviter les radars. L'Aegis a engagé les cibles. Les missiles SM-2 ont neutralisé 2 des 3 projectiles iraniens. Le troisième a percuté la poupe du Carney à 18h14. L'explosion a arraché une section de la plage arrière, déclenché un incendie dans la salle des machines et blessé 7 marins américains, dont 2 grièvement. Les images de l'incendie à bord, captées par des drones de surveillance qui survolaient la zone, ont été transmises en temps réel au commandement central américain, le CENTCOM, depuis sa base de Tampa, en Floride. En moins de 20 minutes, la Maison-Blanche avait convoqué une réunion d'urgence du Conseil de sécurité nationale. La réponse officielle iranienne est arrivée moins d'1 heure plus tard, et elle contenait un élément que Washington n'avait pas anticipé, ou plutôt, qu'il ne voulait pas admettre. Selon Téhéran, un chasseur américain FA-18 Hornet avait violé l'espace aérien iranien au-dessus de l'île d'Abu Moussa, dans le golfe Persique, 40 minutes avant le tir de missile. L'île d'Abu Moussa est un point de friction géographique de longue date. L'Iran la contrôle depuis 1971, mais les Émirats arabes unis la revendiquent. La présence d'un avion de combat américain dans cet espace aérien, au lendemain d'un cessez-le-feu, était soit une erreur de navigation, soit une provocation délibérée. Le commandement iranien avait choisi d'y voir la seconde option. Et là, la question s'impose d'elle-même, et elle est inconfortable. Si vous étiez à la place du commandant iranien, que vous veniez de voir un avion de guerre ennemi pénétrer votre espace aérien quelques heures après un accord de paix et que vos missiles étaient déjà en position, est-ce que vous auriez attendu? Est-ce que vous auriez fait confiance à un cessez-le-feu que l'autre camp semblait déjà tester? La réponse à cette question dit beaucoup sur ce qu'on pense de la guerre, de la peur et des décisions prises dans l'obscurité. La riposte américaine n'a pas tardé. À 19h45, 4 chasseurs F-35C ont décollé du pont du Gerald R. Ford dans un rugissement de post-combustion. Leur mission ? Neutraliser le complexe de missiles anti-navires iranien sur la côte de la province d'Hormozgan, celui-là même d'où avaient été tirés les Nour. Les appareils ont lancé leurs missiles de croisière AGM-158, JASSM, des armes à guidage GPS et infrarouge capables de frapper à plus de 300 km de distance avec une précision de moins de 3 mètres. Les premières images satellites disponibles 2 heures plus tard montraient le complexe réduit à un champ de ruines fumantes. Des colonnes de fumée noire s'élevaient à plusieurs centaines de mètres dans le ciel nocturne du désert. Le CGRI a confirmé la mort de 12 de ses soldats, 12 hommes. Des noms, des familles, des villes d'origine que les médias iraniens allaient égrener dans les heures suivantes. Le cessez-le-feu, officiellement, n'existait plus. Mais personne ne l'avait encore dit publiquement.
Les deux gouvernements maintenaient une fiction diplomatique fragile, pendant que leurs forces militaires reprenaient le cours de la guerre. Dans le golfe d'Oman, sous la surface de l'eau, une autre confrontation se déroulait en silence. Les sous-marins iraniens de classe Ghadir, de petits submersibles côtiers conçus pour opérer dans les eaux peu profondes du Golfe, avaient quitté leur base de Bandar Abbas et de Shah Bahar dans les heures suivant l'attaque sur le Carnet. Leur mission probable, se positionner pour menacer la navigation commerciale et militaire dans le détroit. L'USS Virginia, sous-marin d'attaque nucléaire américain de classe Virginia, opérant en immersion depuis plusieurs jours dans la zone, avait détecté leurs signatures acoustiques. Les Ghadir sont bruyants par rapport aux standards modernes. Leurs diesels électriques génèrent une signature reconnaissable. Mais dans les eaux peu profondes et encombrées du Golfe, la chasse sous-marine devient un exercice d'une complexité redoutable. Le Virginia les suivait. Les Ghadir savaient peut-être qu'ils étaient suivis. Et cette conscience mutuelle, dans les profondeurs obscures, créait une tension d'une nature particulière, celle des prédateurs qui se regardent dans le noir. Dans le ciel, la situation n'était pas moins tendue. L'Iran avait fait décoller plusieurs de ses F-14 Tomcat, ces chasseurs légendaires achetés à l'Amérique sous le Shah, entretenus pendant 40 ans avec des pièces de contrebande et une ingénierie de débrouillardise remarquable. Aux côtés des Tomcat, des Su-35 acquis auprès de la Russie, des appareils de 4e génération avancée, dont la présence dans l'inventaire iranien avait considérablement modifié les calculs américains. Ces formations mixtes avaient intercepté des avions de reconnaissance RC-135 américains qui effectuaient des missions de collecte de renseignements électroniques en bordure de l'espace aérien iranien. Les RC-135 avaient viré de bord avant tout incident. Mais un drone MQ-9 Reaper, opérant à plus haute altitude et sans équipage, n'avait pas eu la même chance. Un Su-35 iranien l'avait engagé avec un missile RR R-77 et le drone avait disparu des écrans radars à 21h03. Valeur estimée, 32 millions de dollars. Valeur stratégique. Bien plus en termes de renseignements perdus et de signal envoyé. Sur Terre, la nuit apportait ses propres catastrophes. En Irak, les forces de mobilisation populaire, le Hashd al-Sha'abi, ces milices pro-iraniennes intégrées nominalement aux forces armées irakiennes, avaient décidé d'entrer dans la danse. À 22h17, la base américaine d'Ain el-Assad, dans la province d'Al-Anbar, a été frappée par une salve de missiles balistiques Zilzal. Ces roquettes de fabrication iranienne, d'une portée de 160 km, n'ont pas la précision des missiles guidés modernes, mais quand elles tombent sur une base militaire, la précision est secondaire. 3 véhicules blindés ont été détruits dans leurs abris. Un soldat américain a été tué. 19 autres ont été blessés, dont 4 grièvement. Les chars Abrams M1A2 et les véhicules Bradley du 1er bataillon de cavalerie déployés sur la base ont immédiatement pris position sur le périmètre. Des hélicoptères Apache ont décollé pour des missions de reconnaissance. Et dans la ville la plus proche, à moins de 30 km de la base, des familles irakiennes qui n'avaient rien demandé à personne entassaient leurs affaires dans des voitures et sur des charrettes pour fuir vers l'est, vers Bagdad, loin de ce qui ressemblait de plus en plus à la ligne de front d'une guerre dont ils n'étaient pas les acteurs, mais qui allait les broyer quand même. Les routes étaient encombrées de colonnes de réfugiés dans la nuit irakienne, les phares des voitures formant des serpents lumineux dans le désert. Cette image-là, ces gens ordinaires qui fuient, qui portent leurs enfants, qui abandonnent leur maison, est peut-être la seule vérité constante de tous les conflits depuis la nuit des temps. Et la question qui flotte dans l'air épais de cette nuit de guerre, qui est vraiment responsable de l'effondrement de ce cessez-le-feu? Est-ce le commandant iranien qui a ordonné le tir de missiles Nour? Est-ce le pilote américain qui a survolé Abu Moussa, par erreur ou par ordre? Ou est-ce que les deux camps, depuis le début, avaient signé un accord qu'ils n'avaient jamais eu l'intention de respecter, chacun attendant que l'autre fasse le premier faux pas pour justifier ce qui allait suivre? La réaction internationale, elle, s'est manifestée avec la vitesse et la cohérence, ou plutôt l'incohérence habituelle des crises géopolitiques majeures.
Pékin a publié un communiqué appelant à un cessez-le-feu immédiat et à la reprise du dialogue, et proposant ses bons offices comme médiateur. La formulation était élégante, les intentions moins transparentes. La Chine importe environ 90% de son pétrole iranien via le détroit d'Ormuz, et chaque jour de conflit dans cette zone coûte à son économie des sommes considérables. La médiation, pour Pékin, n'était pas un geste altruiste, c'était une nécessité économique habillée en diplomatie. Moscou avait choisi un registre différent. Le ministère des Affaires étrangères russe avait dénoncé l'agression américaine contre un État souverain et laissé entendre, dans des termes suffisamment vagues pour être niables, que la Russie pourrait envisager de renforcer les capacités défensives de ses partenaires régionaux. La traduction pratique de cette formule: des systèmes de défense anti-aérienne S-400 supplémentaires pour l'Iran, potentiellement livrés dans les semaines à venir. C'était une escalade par procuration, menée avec la précision chirurgicale d'une puissance qui sait exactement jusqu'où pousser sans déclencher une réponse directe. Israël, lui, n'avait rien dit publiquement, mais ses actions parlaient à sa place. Le système Dôme de fer avait été activé sur l'ensemble du territoire. Les batteries Arrow 3 et David Sling étaient en état d'alerte maximum. Les chasseurs de l'armée de l'air israélienne patrouillaient les frontières nord et est du pays. Le gouvernement avait convoqué une réunion d'urgence du cabinet de sécurité. Pour Tel Aviv, un Iran affaibli mais pas neutralisé, un Iran qui se battait et qui survivait, était potentiellement plus dangereux qu'un Iran intact, parce qu'un Iran qui avait survécu à des frappes américaines et qui cherchait à restaurer sa crédibilité aurait toutes les raisons du monde de vouloir démontrer sa capacité de frappe régionale. L'Arabie saoudite, officiellement, n'avait rien dit. Mais les radars américains avaient enregistré l'ouverture de l'espace aérien saoudien aux vols militaires américains dans les heures suivant l'attaque sur le Carnet. Un silence qui valait toutes les déclarations. À Bruxelles, le Conseil de l'Union européenne s'était réuni en session d'urgence. Les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres avaient débattu pendant des heures pour produire un communiqué appelant à la retenue de toutes les parties, une formulation si générique qu'elle ne signifiait rien, mais qui avait le mérite de ne froisser personne. Pendant ce temps, les marchés financiers européens avaient plongé de 4 à 7% selon les places. Le prix du baril de pétrole avait atteint 160 $, un niveau jamais vu depuis la crise de 2008. Les compagnies aériennes avaient commencé à calculer les surcoûts de carburant. Les automobilistes français et allemands allaient bientôt ressentir dans leur portefeuille les conséquences d'une guerre qu'ils suivaient sur leurs écrans de téléphone. Cette connexion-là, entre un missile tiré dans le golfe Persique et le prix à la pompe à Bordeaux ou à Lyon, est peut-être la chose la plus difficile à accepter dans notre monde. Que nous ne soyons pas spectateurs, mais participants involontaires. Que nos choix de consommation, nos dépendances énergétiques, nos alliances politiques nous lient à des conflits dont nous pensons être à l'abri. La nuit du deuxième jour a commencé dans un silence lourd, le genre de silence qui précède les grandes tempêtes. Et puis, à 2h34 du matin heure de Washington, soit 11h04 à Téhéran, 12 bombardiers furtifs B-2 Spirit ont décollé de la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri. Ces appareils, les plus sophistiqués de l'arsenal américain, capables de transporter des bombes nucléaires, mais déployés ici avec des munitions conventionnelles de pénétration, avaient une autonomie de vol intercontinentale. Leur mission avait été planifiée dans les heures précédentes, approuvée au plus haut niveau. Frapper les bunkers de commandement du CGRI à Téhéran et les installations militaires d'Ispahan. Pas pour tuer l'ayatollah, pas pour décapiter le régime, mais pour envoyer un message. Nous pouvons atteindre ce que vous croyez inatteignable. Simultanément, le CGRI avait lancé sa propre frappe massive. 40 drones Shahed 136. Ces engins à moteur à piston qui ressemblent à des jouets d'enfants, mais qui transportent des charges explosives de 40 kg, avaient été envoyés en vagues successives contre les bases américaines de la région. Les systèmes Patriot déployés au Qatar, en Arabie Saoudite et en Irak avaient engagé les cibles.
34 drones avaient été interceptés. 6 avaient passé les défenses. Leurs explosions avaient retenti dans 3 bases différentes. De nouveaux blessés, de nouvelles destructions. Dans le centre de commandement du CENTCOM à Tampa, des généraux en uniforme regardaient en silence les écrans qui affichaient en temps réel les données de frappe, les confirmations d'impact, les rapports de dommages. Le général commandant avait les mains posées à plat sur la table, les yeux fixés sur la carte du Moyen-Orient qui s'illuminait de points rouges et bleus. Ce n'était pas de la satisfaction sur son visage. C'était quelque chose de plus difficile à nommer. La conscience d'être en train de traverser une ligne dont on ne revient pas facilement. À des milliers de kilomètres de là, dans un bunker souterrain sous les montagnes au nord de Téhéran, des commandants du CGRI en tenue de protection portaient des masques à gaz en prévision de frappes chimiques qui n'allaient pas venir, mais la peur, elle, était bien réelle. Les explosions des bombes américaines résonnaient à travers la roche, étouffées mais perceptibles, comme des tremblements de terre lointains. Les communications radio crépitaient. Des ordres étaient donnés, des confirmations demandées, des silences qui duraient trop longtemps avant les réponses. Et dans les caves et les sous-sols de Téhéran, des familles iraniennes ordinaires attendaient dans l'obscurité. Des mères qui tenaient leurs enfants contre elles. Des vieux qui se souvenaient de la guerre contre l'Irak dans les années 1980. Cette guerre qui avait duré 8 ans et coûté 1 million de vies. Des jeunes qui n'avaient connu que les sanctions économiques et la propagande, et qui découvraient maintenant ce que signifiait entendre des explosions au-dessus de sa tête. Ces gens-là n'avaient voté pour aucune guerre. Ils n'avaient lancé aucun missile. Ils attendaient simplement que ça s'arrête. Au matin du 3e jour, les 2 gouvernements ont publié des déclarations officielles constatant la mort du cessez-le-feu. Les mots étaient différents, le sens était identique, la trêve était terminée. Le bilan provisoire, au moment où ces déclarations étaient lues dans les capitales du monde, était le suivant. Du côté américain, un militaire tué, plus de 30 blessés, l'USS Carney endommagé avec son incendie en salle des machines maîtrisée, mais sa poupe partiellement détruite. Un drone MQ-9 Reaper abattu. Du côté iranien, 12 soldats du CGRI tués, un complexe de missiles anti-navires détruit sur la côte d'Hormozgan, plusieurs bunkers de commandement frappés, des dégâts matériels considérables sur des infrastructures militaires à Téhéran et Ispahan. Ces chiffres sont froids. Ils ne disent pas ce que c'est que d'être le 20e blessé évacué dans un hélicoptère militaire en pleine nuit. Ils ne disent pas ce que c'est que d'être la famille du soldat iranien numéro 7 parmi les 12 morts, d'apprendre la nouvelle par un officier qui frappe à votre porte. Les chiffres sont ce que les états-majors publient. La réalité est ce que les familles vivent. Maintenant, le monde regarde et attend. Les diplomates omanais sont silencieux. Leurs canaux de communication sont toujours ouverts, mais personne ne les utilise pour l'instant. Pékin a rappelé son ambassadeur à Washington pour des consultations. Moscou a annoncé des exercices militaires en mer Caspienne. Un signal ou une coïncidence? Israël observe. L'Europe calcule le coût économique de chaque heure supplémentaire de conflit. Les prochaines 48 heures vont tout décider. Soit quelqu'un, quelque part, va trouver le chemin d'un téléphone et appeler l'autre côté. Soit les logiques militaires, une fois enclenchées, vont continuer à dérouler leur mécanique fatale. L'histoire nous enseigne que les guerres qui commencent par des malentendus sont souvent les plus longues, parce que chaque camp reste convaincu que l'autre a commencé, que sa propre réaction était légitime, que la prochaine frappe sera la dernière nécessaire. Le monde se tient au bord. Pas métaphoriquement, littéralement. Un détroit, quelques missiles, des décisions prises dans des bunkers et des salles de commandement par des hommes qui ne dorment plus depuis des jours. Et quelque part dans tout ça, la question qui restera sans réponse définitive. Est-ce que ces 2 pays voulaient vraiment la paix ce matin-là, ou est-ce que la paix n'était qu'une pause dans une guerre que personne n'a jamais vraiment voulu arrêter? Écrivez ce que vous pensez. Est-ce qu'il reste une chance pour que les 2 camps reviennent à la table des négociations, ou cette guerre va-t-elle aller jusqu'au bout, quel que soit le prix à payer?